pare drăcoroasă, dar mai degrabă călduroasă, pentru că această carte ne aduce, bănuiesc, amintire. Voi ați citit-o, dumneavoastră ați citit-o deja. Mereu cu gândul la ea, Jean-Baptiste Andrea, este cartea care a fost recompensată cu premiul Goncourt în 2023. Este o mare bucurie de a avea această carte în România, de a obține întâlnirea editurii 3 cu autorul Jean-Baptiste Andrea a început în 2017, când am citit primul roman pe care îl scrisese, care a fost publicat la grupul editorial 3 și va fi reeditat în curând. Mă bucur să vă am alături de noi Daria Ghiu, va împărți cu mine plăcerea de a discuta cu autorul, de a-l provoca să vă răspundă la întrebări. Noi o să provocăm cu întrebări, are un parcurs extrem de interesant și pe lângă faptul că este un romancier extraordinar, cărțile lui, practic toate, reușesc să te zguduie în sensul puternic, pentru cum spune cuvântul, dar și în sensul bun, acea zguduială care te reașează practic într-o ordine mai esențială, mai importantă pentru tine ca om. În afară de acest lucru, aș vrea să vă spun că traducerea acestei cărți, pe care a făcut-o Mihail Aslan, este una absolut extraordinară. Mariajul dintre un roman excepțional și o traducere fantastic de bună este un mariaj binevenit. Nu știu dacă se întâmplă tot timpul, dar aici îngerul practic a bătut cu aripile lui asupra ambelor versiuni. Bonjour, Jean-Baptiste Andrea, je suis très heureuse de t'accueillir à Bucarest. Je parlais avec nos invités, je leur ai dit que ton livre, ton roman excellent, a une traduction extrêmement bonne, extrêmement réussie en roman. Et bien que la traductrice n'est pas ici ce soir, je veux te raconter une chose qu'elle m'a dit, qu'elle a pleuré, qu'elle a beaucoup pleuré en traduisant le livre, qu'elle a pleuré l'avant-dernier chapitre, et puis lorsqu'elle a vu le livre, elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Donc c'est un livre qui, pour elle, a été un travail extraordinaire, un travail de vie, non pas seulement de lecture. Et comme ça, j'arrive à l'idée d'émotion, parce que je ne peux pas commencer autrement, sans parler de ma propre émotion, du fait que pour moi, c'est un livre qui a explosé à l'intérieur de moi, avec une force probablement de 11 degrés sur l'escale Mercalli. Et comme le personnage de ton livre le dit, c'était une explosion tellement forte qu'elle a pu détruire tout ce que je savais de moi-même et qu'elle a laissé quelque chose qui ne pouvait être détruit. Je t'invite à dire bonsoir à nos amis. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être là, très fier. Quand j'ai écrit ce livre, je pensais que personne ne le lirait. Parce qu'il était très personnel, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et je parle de votre géniale Constantin Brâncuș dans ce livre, et jamais j'aurais cru que je viendrais vous parler de ce livre en Roumanie, et je suis très très honoré et très heureux de découvrir ce pays que je ne connaissais pas, et de découvrir un lectorat très généreux. Alors, après de ça, c'est la première question. Je vais te parler aussi d'une expérience de lecture. Pendant toute ma vie, pendant une longue période de ma vie, je n'ai pas senti la nécessité de relire l'auteur à ce que je lisais. Probablement, ça vient du fait que j'ai étudié de la philosophie et que je pensais que ce qui compte, ce qui va, c'est ce qu'il pense l'auteur, non pas ce qu'il a été pendant sa vie. Peut-être que ça vient, et c'est plus probable encore, d'une enfance communiste où je croyais que je vivais dans une sorte de dissidence par rapport au milieu social. Je pensais fortement que l'individu ne doit pas avoir une liaison avec le milieu dans lequel il vit. De toute façon, j'ai transposé longtemps dans ma vie cette dissidence entre vie privée et écriture. Par contre, lorsque j'ai lu Marraine, ton premier roman, c'est la première fois dans ma vie quand je me suis dit d'une manière consciente, tiens, j'aimerais voir qui est l'auteur, comment est-ce qu'il montre, qui a pu écrire un livre qui est tellement
forte qui parle d'un point de vue de l'enfance, point de vue que nous retrouvons aussi dans Veiller sur elle, de Rauque Gândularian, qui a pu, comment est-ce que peuvent être, sentir et être effectivement dans la vie réelle l'auteur et l'homme qui a pu écrire d'une manière tellement forte sur ce qu'on est, sans que nous sachions que l'on est. Donc, simplement la question, c'est qui tu es comme auteur? Qui est l'auteur que tu es devenu? Comment est-ce que tu es devenu l'auteur? Je comprends la question, et moi, je ne suis jamais allé voir un auteur dans une rencontre, alors que je suis un très grand lecteur, parce que j'aime préserver le mystère. Mais puisque je suis là devant vous, j'espère que je ne vais pas vous décevoir. Ce que je suis, c'est très facile. C'est un gamin de 10 ans qui voulait raconter des histoires aux gens qui l'entouraient. Et qui s'est dit qu'il continuerait toute sa vie à faire ça, qu'il en ferait son métier. Je n'ai jamais eu d'autre métier. J'ai travaillé 20 ans dans le cinéma avant, et avant ça, j'ai fait de la traduction. Je me suis toujours débrouillé pour essayer de réaliser ce rêve, d'écrire et de vous raconter des histoires, de ne pas renoncer à l'émerveillement que j'éprouve face au monde et de vous le transmettre. Quand je parle d'émerveillement, je ne veux pas parler c'est pas de la naïveté. Je vois bien que le monde, il y a des choses qui vont mal, mais je vois aussi des choses extraordinaires derrière la surface. Et je crois que le rôle d'un écrivain et d'un artiste en général, en tout cas l'ambition, je ne sais pas, le rôle c'est peut-être un peu très sérieux, mais c'est de donner à voir ce qui est invisible en général. Et une fois que je vous le donne à voir, ça n'est plus invisible. Donc c'est un rôle de passeur, de transmetteur de quelque chose. Moi, c'est ma seule ambition. Peut-être d'essayer de vous dire, toute la journée j'entends les gens se plaindre du monde et me dire à quel point c'est noir, et j'ai l'impression que la moitié de l'humanité est au bord du suicide. Et moi j'ai envie de vous take you back from the brink, de vous dire de reculer d'un pas. J'ai envie de vous emmener avec moi, de reculer d'un pas et de vous dire la noirceur, je la vois aussi, mais regardez, change ton regard et regarde à côté de cet énorme point noir. En fait, il y a aussi beaucoup de lumière. Voilà qui je suis, voilà ce en quoi je crois et voilà ce que j'essaie de partager avec vous. Bună seara, în primul rând, mă bucur foarte mult că suntem împreună și că în literatura, din nou, ne aduce împreună. Mi se pare o cheie întotdeauna atunci când stai, te rupi, te scufunzi într-o carte, cum se întâmplă cu această carte de la primele ei pagini, și după acest moment trebuie să te întorci în realitate și să ai această șansă să te întâlnești cu autorul. Și aș vrea, ca următoarea mea întrebare, o voi pune imediat în franceză, să o prelungească puțin pe cea a Martei, tot legată de cunoașterea autorului, pentru că citirea acestei cărți, lectura ei, mi-a dat o senzație ciudată, un sentiment că mă desfac foarte mulți ani de scriitorul ei, deși o carte a secolului 20, am avut acel sentiment că autorul nu e deloc accesibil, că e cineva cu care nu mă voi întâlni în lumea aceasta, că e undeva într-un trecut. Și am încercat să-mi dau seama de ce. E și un roman extrem de atemporal, aș putea să-i spun, deși e plasat și e și o frescă a secolului 20. Și o să încerc să pun întrebarea în limba franceză și interviul nostru prelungește și anumite întrebări pe care le-am adresat lui Jean-Baptiste de dimineață la Radio România Cultural. Alors, je disais que c'est le mystère de ce livre, non? L'inconnu qui flotte dans les pages, le rapport à la création que vous construisez dans ce roman et le sentiment que quelque chose va m'échapper à jamais. J'ai ce sentiment que c'est quelque chose que je ne connaîtrai jamais, oui. Et c'est en fait notre éternelle question sur ce que l'art, qu'est-ce que la création, et toutes les réponses incomplètes qui sont venues au fil des siècles. Alors ma question concerne l'art. Pourquoi un roman autour de l'idée de la création, autour de l'art, et en plus un roman qui se construit autour d'une pietà, une sculpture, pas un peintre, pas
en peinture. Pietà, l'une des formes artistiques les plus analysées, les plus énigmatiques. Pourquoi l'art? Pourquoi es-tu intéressé sur l'art, Jean-Baptiste? Et je crois que l'art a changé ma vie. Quand j'ai découvert, à 15 ans, je suis allé à Florence, qui était c'était mon premier voyage à l'étranger. On n'avait pas beaucoup d'argent, l'étranger ça coûtait cher, pourtant on était à côté de l'Italie. Et la première fois qu'on est allé, j'avais 15 ans. J'ai découvert Florence, j'ai découvert les musées, j'ai découvert l'architecture. Et tout d'un coup, pour moi, je crois que le monde est devenu plus grand, est devenu plus beau, est devenu plus fort. Et la deuxième chose, c'est que j'ai découvert qu'on pouvait vivre de l'art, que c'était un véritable métier, puisque cette ville entière qui était Florence reposait sur l'art. Et moi, dans ma vie personnelle, le gamin qui voulait être écrivain, on lui disait tout le temps, ne sois pas écrivain, tu vas mourir dans la pauvreté. Ma famille, pour me protéger de moi-même, ne voulait pas que je devienne écrivain. L'école ne voulait pas que je devienne écrivain. L'école me donnait des magazines en me disant, à 15 ans, voilà les carrières qui s'offrent à toi. Moi, je tournais les pages, je ne trouvais pas écrivain. J'essayais de voir si les pages étaient collées par hasard, si entre banquier et médecin, on n'avait pas collé la page écrivain, elle n'existait pas cette page. Donc, d'un côté, le monde entier me disait, ça n'est pas un métier, sois sérieux, abandonne cette idée. Et de l'autre côté, je vais dans cette ville qui est l'Italie, dans ce pays qui est l'Italie, dans cette ville qui est Florence, je découvre l'art et je découvre un monde qui est construit par des artistes. Et donc ça me conforte dans ma décision de suivre ma voie. Donc l'art a une dimension, en fait, pour moi, à la fois très personnelle, presque égoïste. C'est mon art à moi, j'ai le droit, puisque lui, il est artiste, et moi, j'ai le droit d'être artiste. C'est super, c'est extrêmement égoïste. Et en même temps, c'est évidemment ce qu'on partage tous, c'est-à-dire l'émerveillement. Ça fait partie de la lumière dont je parlais tout à l'heure. Tant qu'il y aura de l'art dans notre monde, il y aura de la lumière. Et d'ailleurs, les sociétés que certains d'entre vous ont connues ici, les sociétés les plus totalitaires sont des sociétés où l'art est complètement éteint ou alors mis au service du régime. Donc pour moi, l'art, c'est la liberté. L'art, c'est aussi la connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Je suis quelqu'un de très mystique. Je ne suis pas dans un système religieux particulier, mais je crois à quelque chose et je sens que l'art me donne un reflet, les grandes œuvres d'art me donnent un reflet de ce quelque chose de plus grand que moi. Donc bien sûr que ça me fascine. Je n'ai pas les réponses à tout ça. J'essaie moi aussi de refléter ce que je ressens, le sens du sacré, l'émerveillement à travers les 600 pages de ce livre. Mais je ne me suis pas... J'avais pas envie de faire une démonstration, je ne me suis pas dit tout d'un coup, oui, je vais écrire un livre sur l'art. C'est juste que l'art est partout dans ma vie. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'y suis très sensible à la musique, à la peinture, à la sculpture, à toutes les formes d'art, au cinéma, à la littérature évidemment. Donc ça allait un jour forcément ressortir dans un de mes livres. Mais est-ce qu'on peut aussi faire une relation entre littérature et sculpture? Pourquoi sculpture? Pourquoi Pietà aussi? Pourquoi pas une maternité? Je ne sais pas. Pourquoi Pietà? Alors on peut non seulement faire une relation entre écriture et sculpture, mais on peut faire une relation entre écriture, sculpture, musique, peinture. Il s'agit toujours d'écriture. Il s'agit toujours d'une écriture, pas avec des mots, avec des notes, avec de la pierre, avec de la peinture, mais il s'agit toujours de raconter une histoire. Je pense que toute grande œuvre d'art nous émeut parce qu'elle nous raconte une histoire. Parce que sinon, si on prend une œuvre d'art, il y a des œuvres d'art qui sont techniquement parfaites, mais elles nous laissent de marbre, sans mauvais jeu de mots. Elles ne nous font aucun effet. Ça veut dire qu'elles ne nous racontent aucune histoire. Donc je crois qu'une grande œuvre d'art dépasse la technique. Une grande œuvre d'art, comme un grand livre d'ailleurs, et je ne dis pas que j'ai écrit un grand livre, mais comme les grands livres que j'ai lus, nous racontent une histoire. C'est une histoire très profonde, une histoire au-delà de ce qui est écrit derrière un livre. Donc tous les arts ont pour fonction de raconter une histoire, donc tous les arts ont le même rôle sacré de nous raconter notre histoire d'être humain, de nous parler de notre place, de nos angoisses sur cette boule de terre et de magma. Et donc tous les arts, pour moi, je ne fais pas de différence. Voilà, je ne fais quasiment aucune différence. Pourquoi la Pietà? Je ne sais pas. Non mais c'est très simple, c'est une vision que j'ai eue, c'est-à-dire c'est arrivé en une fraction de seconde. J'étais devant un film de Paolo Sorrentino, qui est un de mes réalisateurs préférés au monde. Donc déjà, j'étais dans un état de disponibilité émotionnelle, parce que je me disais, mais quel génie ce type.
c'est beau, le monde est beau, il y a des types comme ça. Tant qu'il y a des gens comme ça, le monde est plus beau. Et en même temps, j'étais un peu jaloux qu'il y ait un type aussi doué. Et tout d'un coup, parce qu'il y a une partie de mon cerveau qui cherche toujours des idées, j'ai vu cette Pietà mystérieuse et la solution du mystère en même temps, que je ne dévoilerai pas pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui voudraient le lire. Il y a un grand mystère métaphysique qui court dans tout ce livre. Et donc, en une fraction de seconde, j'ai vu la fin de mon livre. Le mystère, le pourquoi, sa révélation. Ça m'est apparu sous la forme d'une Pietà. C'était pas du tout conscient, donc je ne peux pas dire pourquoi. Voilà, je peux pas. Alors, peut-être si je regarde dans mes influences, j'adore la peinture religieuse de la Renaissance. Il y a un peintre que j'adore en particulier, qui est à peine en dessous de Leonardo pour moi, qui est Giovanni Bellini. Et beaucoup d'œuvres de Giovanni Bellini sont des scènes de maternité, pas nécessairement de Pietà d'ailleurs, souvent de mère et son enfant. Mais en tout cas, cette relation-là, je pense que j'ai vu tellement de choses qui traitaient de ce sujet-là. La relation mère-fils, aussi j'ai une relation très compliquée avec ma mère. On s'aime beaucoup, hein, mais ça a toujours été complexe. Et donc, peut-être que c'est pour ça la Pietà. On est tombé ici sur une spécialiste en théorie d'art, Daria Guiou, donc qui nous parle pratiquement chaque jour bien de ce que ça veut dire le sens de l'art. Donc oui, c'était normal qu'elle commence à te questionner autour de ce choix, de son choix pour la sculpture. Et à propos de ça, laissez-moi de dire quelques mots qui sont à peu près les mêmes de ton livre, parce que ça se révèle. Sculpter, c'est si simple, c'est juste enlever des couches d'histoire, d'anecdotes inutiles jusqu'à des histoires qui nous concernent tous, jusqu'à l'histoire qu'on ne peut plus enlever sans endommager. Et c'est là qu'il faut s'arrêter. Et donc, oui, est-ce que l'écriture, ça fait la même chose? Oui, ça décrit ce que je crois profondément, c'est-à-dire que plus on pratique un geste artistique, plus on doit aller vers l'épure. On doit en faire le moins possible. Une nouvelle fois, si je parle de Brancusi dans ce livre, c'est parce que c'est l'incarnation visuelle de ce que je décris. Les formes qu'il sculpte à la fin de sa vie sont d'une pureté et d'une abstraction absolue, et les œuvres pour lesquelles il est le plus célèbre, et je trouve ça extraordinaire. C'est mon but, moi, si je pouvais écrire un livre avec un mot, c'est mon idéal. 600 pages vides avec un seul mot, et vous lisez ce mot, et ça vous dévaste. Je ne l'ai pas encore trouvé. Mais en tout cas, on est presque dans la notion de mystique juive, là, quelque chose de magie du mot. Mais ça me parle beaucoup, ça. Donc, par chance, il y a plus d'un mot dans ce livre. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est parce que je n'ai pas encore trouvé la clé. Mais en tout cas, ce livre fait 500 pages, il pourrait aisément faire 1000 pages. Je n'ai pas voulu écrire les 500 pages qui n'étaient pas nécessaires. J'ai écrit cette histoire, c'était l'expression française, c'est à l'os, spread close to the bone. J'ai enlevé tout ce qui n'était pas nécessaire, vraiment. Et donc, j'espère que j'ai voulu faire une sculpture de Brancusi en livre. Et je ne sais pas si j'ai réussi, je ne veux pas me comparer à un grand maître, mais en tout cas, c'est mon idéal. Alors, on peut te demander aussi comment travailles-tu? Comment tu écris, réécris, coupes, élimines, et aussi parce que l'image de l'atelier est présente dans le livre. Et c'est une question que je pose aux artistes. C'est comment ton bureau? Tu as besoin d'un place précisément? Tu peux travailler dans l'avion à Bucarest? C'est comment? Alors oui, j'ai un bureau. Je peux travailler seulement dans mon bureau. J'aime que mon bureau soit rangé, même s'il n'est pas tout le temps rangé. Et je ne travaille jamais hors de mon bureau. Quand je suis dans l'avion ou dans les rues, je réfléchis à des idées, oui, mais je ne vais jamais écrire ailleurs. D'abord, c'est quelque chose d'intime, l'écriture. Je ne sais pas, j'ai des amis qui écrivent dans les bars, mais j'ai pas envie qu'on me regarde écrire. Dans les trains, j'ai pas envie que quelqu'un regarde ce que je suis en train de faire. C'est vraiment un moment, et puis c'est aussi un grand moment de concentration, l'écriture pour moi. Je fais un grand travail préparatoire de structure, de construction du livre. Ce livre, entre le moment où je suis devant le film de Paolo Sorrentino et j'ai l'idée,
Et le moment où j'écris la première ligne du premier chapitre, il se passe 10 mois. Pendant ces 10 mois, je construis le livre. Je crée les personnages, je crée la narration, j'essaie de trouver la version la plus pure de cette histoire. Comment j'arrive à cette fin que j'ai en tête, comment j'y arrive de la manière la plus élégante, la plus pure, la plus dépouillée. Et après, je me mets à écrire. Et là, je suis dans mon bureau, je suis enfermé, je ne parle plus à personne, je suis très très concentré. Mais en fait, je ne peux pas écrire dehors pour la simple et bonne raison que quand je suis dehors, je regarde. Là, je vous regarde, vous avez tous des beaux visages, j'aime découvrir les visages des gens. Et je regarde, j'observe beaucoup quand je suis dehors. Donc, je ne peux pas me concentrer et observer à la fois. Mon bureau, il n'y a rien à regarder. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi, il y a une amie écrivaine canadienne. Elle est venue chez moi l'autre jour, elle est entrée dans mon bureau, elle a dit « C'est bizarre, tu as une grande fenêtre et un mur et tu as mis ton bureau face au mur. » Et je lui dis « Bien sûr que je mets mon bureau face au mur, sinon je vais regarder par la fenêtre. Je ne vais jamais travailler. » Et c'est vrai que je mets mon bureau face au mur et j'ai un grand mur blanc, j'ai des tableaux que je ne sais pas où accrocher, mais je ne veux pas les accrocher au-dessus de mon ordinateur parce que je ne veux rien regarder. Il faut que je regarde un mur blanc qui me renvoie, qui me dit « Travaille ». Pour parler un petit peu du roman, du livre, pour ceux qui n'ont pas lu, je vais dire un petit peu l'histoire. C'est un roman qui couvre pratiquement tout le XXe siècle. En Italie, c'est un roman centré sur un personnage, ou sur deux personnages, et sur leur vie, surtout le jeune Michelangelo Vitaliani, qui s'appelle en fait Mimo, qui veut s'appeler Mimo parce qu'il n'aime pas du tout le nom de Michelangelo. Il est le fils d'un sculpteur qui meurt pendant la guerre, donc il est pratiquement orphelin de père. Sa mère l'envoie en Italie pour qu'il rejoigne un oncle et pour qu'il puisse faire une vie, pour qu'il puisse développer son talent. Parce que lui, Michelangelo Vitaliani, est très différent et qui a lu sait de quoi je parle et sinon les autres vont découvrir. Il était tellement différent. Ce qu'il a de plus important et de plus spécial, c'est que depuis quand il est né, la pierre lui parle. C'est-à-dire il a des mains qui sachent retrouver par la sculpture la forme intérieure dans les blocs de pierre. Donc il est très très doué. Il va d'Italie et c'est comme ça que le roman promène à travers des guerres mondiales, le fascisme italien et le développement de cet enfant presque orphelin qui va devenir un sculpteur et qui a une rencontre qui lui change le destin. Et cette rencontre va construire l'histoire en fait et va mener vers cette piéta dont Dalia et Jean-Baptiste nous ont parlé, parce que de toutes les sculptures qu'il a fait, pratiquement il n'en reste qu'une, une piéta qui est extraordinaire, qui est une sculpture très très belle, mais en même temps troublante, une sculpture que lorsque tu vois, tu risques presque de mourir, c'est-à-dire elle produit des, comment on s'appelle ça, des palpitations. Oui, tu comprends déjà. Donc c'est un œuvre qui exerce un pouvoir mystérieux et mystique sur celui qui le regarde. Et c'est pas dernièrement, mais probablement premièrement, un grand roman d'amour, parce que Michelangelo Mimo vit sa vie dans l'ombre d'une rencontre extraordinaire avec Viola, la fille d'une famille aristocratique, pratiquement qui est totalement différente de lui. Et tout le livre évolue dans l'énigme de cet amour qui est une amitié, qui est un amour impossible, etc. Donc j'ai voulu dire un petit peu l'histoire pour te proposer de parler un petit peu des personnages, parce que les personnages sont formidables, sont très forts. Et Michelangelo, c'est un personnage qui réussit à dépasser toutes sortes de pièges dans sa vie, des pièges
il commence en étant très pauvre, pratiquement il y a une annonce d'une vie normale, ou une vie de succès, comme on peut soupçonner qu'il va avoir finalement. Et ce n'est pas seulement les pièges extérieurs qu'il affronte, mais aussi un travail intérieur. Parce qu'à un moment donné, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, quand il a rencontré enfin Viola, la fille dont une amitié va le relier toute la vie. Il se propose de ne jamais se mentir, et à la fin du livre, il dit qu'il l'a trahi. Donc, le personnage de Michelangelo a réussi à traverser les pièges extérieurs, mais aussi les pièges intérieurs. Et la question, pourquoi l'auteur qui a construit le personnage, qui a mis probablement une partie de soi-même dans ce personnage, quelles sont les résistances intérieures, les pièges intérieurs que tu as traversés en marchant à côté de lui? Mais je crois que j'ai pris conscience de quelque chose de très bête et d'un peu cliché, mais c'est que toutes les limites que je me suis posées dans ma vie, toutes les ennemis, de toutes les ennemis que j'ai rencontrés dans ma vie, de toutes les limites que j'ai dû franchir, la majeure partie venait de moi-même. Et je crois que le plus grand frein à notre... qui nous empêche de devenir la personne que nous sommes censés devenir, je pense, c'est nous-mêmes. Donc, dans ce livre, les héros se battent contre des dangers tout à fait identifiables. Viola, notamment, se bat très facilement contre le sexisme de la société et de sa famille. Mais quand quand la menace devient intérieure, elle est beaucoup plus difficile à identifier. Et finalement, pour moi, une nouvelle fois, comme je vous le disais, j'ai grandi dans un monde qui me disait ne sois pas écrivain, c'est ridicule. Mais ça, c'était très facile pour moi de vaincre ces gens-là. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un me disait je n'aime pas ce que tu fais, je retournais écrire pour le convaincre. Tous mes livres sont écrits pour convaincre les gens qui n'aiment pas ce que je fais de changer d'avis, et ça marche pas, parce qu'on a une vision du monde complètement différente. Mais ces gens-là, en fait, ils me construisent, ils me motivent, j'arrive, c'est un aiguillon qui me fait aller de l'avant. En revanche, la voix qui vous dit dans votre tête, abandonne, rentre dans le rang, reviens sur les chemins balisés, reviens vers la sécurité, ça c'est le plus grand danger. Et notamment l'héroïne de ce livre, Viola, à un moment se trouve confrontée à cette voix-là. La voix qui lui dit « Reviens vers la sécurité, baisse les armes, c'est moins dangereux ». Donc c'est essentiellement ça c'est un des grands ressorts de ce livre, cette voix intérieure qui est peut-être parfois notre plus grand ennemi. Ce sont les dangers du XXe siècle aussi, non? Et Viola, c'est comme un raisonneur du XXe siècle. Elle est vraiment lucide tout le temps, je pense. Non, pas tout le temps, mais elle devient lucide. Contre-cœur, on peut dire aussi. J'ai une question. J'ai eu la sensation tout le temps, quand je lisais ce livre, que je peux voir beaucoup de peintures de différents moments dans l'histoire de l'art, non? Parce que c'est un livre c'est une invitation à la contemplation, non? À la fin, c'est ça. Tu dois savoir comment regarder autour de toi et avoir ce temps, non, pour faire ça. Et pourtant, il n'y a presque jamais de temps pour la contemplation dans le livre. Ce sont les dangers, c'est beaucoup d'action. C'est un livre qui capture, non, précisément, toutes les transformations du XXe siècle, non? Parce que c'est la société qui se transforme radicalement, non? C'est l'éloge de la vitesse, c'est l'éloge du vol, l'apparition du train, l'électricité qui arrive finalement dans ce petit village Pietra d'Alba, non? Qui est pas très loin de Torino. Alors on est dans le nord de l'Italie, qui est le plus moderne, le plus accéléré. On parle de l'homme-machine, non? De l'homme au service duquel apparaissent toutes sortes d'extensions qui l'aident à être plus rapide. Et cependant, cette extension qui finit par perdre son humanité. C'est une chose de l'humanité. Et alors, c'est sur la contemplation,
c'est pas le temps pour ça, tu as le sentiment dans le livre, non? Et je disais qu'il y a beaucoup de tableaux qui peuvent arriver dans la tête de lecteur. C'est le futurisme, c'est il Rinascimento, non? Peut être aussi une peinture romantique parfois, mais aussi le baroque, bien sûr. Et je me demande sur ta relation de nouveau sur le cinéma, parce que c'est un livre vraiment cinématographique, on peut dire. Je lisais qu'il sera fait en film, non? En 2 ans, je pense, 2026. Oh, peut-être. Oui, alors, tu as fait beaucoup de films, tu as parlé aussi sur Sorrentino déjà. Est-ce que l'expérience avec le cinéma t'a aidé beaucoup à lire, à faire ce livre, à regarder le monde différemment? Je pense que oui, le cinéma m'a appris qu'il n'était pas question de commencer à écrire si ça n'était pas, encore une fois, pour raconter une histoire. Vous savez, au cinéma, un producteur, il lit 1 page, 2 pages, 3 pages, s'il n'est pas accroché, c'est fini. S'il est accroché à la page 3, il est 4 pages, 5 pages, 10 pages, si l'intérêt redescend, c'est fini. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des recettes pour capturer l'attention, mais ça veut dire qu'il faut savoir très exactement ce que l'on raconte. Ça veut dire que chaque phrase d'un livre, elle doit pouvoir contenir d'autres moments du livre. Le cinéma m'a appris cette construction profonde d'une structure, et je crois que le seul parallèle qu'on peut trouver à ce livre et un film, c'est juste le fait que ça nous raconte une histoire comme un film. Mais moi, je n'ai pas du tout pensé au cinéma en écrivant. Effectivement, on a vendu les droits pour que ça devienne un film. Moi aussi, j'ai lu 2026, mais je sais que ça prend beaucoup de temps, donc je doute que ce soit 2026. Mais en tout cas, je n'ai pas écrit ce livre en me disant pourvu que ça devienne un film. Je m'en fiche. Enfin, tant mieux, je suis très flatté, mais c'est pas grave, c'était pas mon but. Mon but, c'était d'écrire un livre. Et je crois que la forme la plus parfaite de cette histoire, c'est le livre, pour moi. Mais c'est vrai qu'on me dit, le livre donne naissance à beaucoup d'images dans l'esprit des lecteurs. Mais ça, et donc c'est comme du cinéma. Mais en fait, avant le cinéma, il n'y avait pas de cinéma. Et pourtant, il y avait des gens qui lisaient les livres et qui avaient déjà des images dans la tête. Et un jour, le cinéma arrive et projette ces images sur un écran. Mais elles existaient déjà dans la tête des gens. Les images, elles existaient et elles étaient liées aux mots. Donc l'image, elle n'appartient pas au cinéma, elle appartient d'abord aux mots. Mais de nos jours, quand on voit une image, on met tout de suite le mot cinéma dessus, c'est très drôle. Alors qu'en fait, l'image est, par nature, littéraire. L'image, c'est le livre, et le livre, c'est l'image. Oui, mais aussi le cinéma arrive dans l'histoire. Oui. Ah oui, arrive dans l'histoire dans les années quand ce livre commence, non? On peut dire, parce que aussi les avant-gardes, le futurisme, la modernité arrive avec le cinéma, non? Mais dans le Natural Team, je parle italien, je veux dire seulement que tu es préoccupé, tu aimes bien la Renaissance, mais tu es très préoccupé sur le progrès, sur la modernité, sur le futurisme et sur ça, sur les avant-gardes aussi. C'est étrange, pas étrange, mais c'est intéressant comment elles viennent ensemble. Alors j'ai voulu dans ce livre parler de tout ce que l'Italie avait. Alors d'abord de tous les arts que j'aime. Je ne crois pas qu'on puisse aimer un seul art. Quand on s'intéresse à l'art, on aime tous les arts. Une nouvelle fois parce qu'ils sont tous reliés, ils se nourrissent tous les uns des autres. Mais je voulais parler de tout ce que je me suis dit, puisque je situe ce roman en Italie, je vais parler de tout ce que l'Italie a apporté au monde. Parfois de manière très anecdotique. Par exemple, je parle du football. Et moi, le football, je m'en fiche un peu. Mais l'Italie, elle a quand même remporté les 2 premières Coupes du Monde de football. C'est quand même fort. Donc, je fais cette allusion. L'Italie a contribué à l'histoire du football. Mais l'Italie n'a pas que apporté. Et donc, l'Italie a évidemment contribué à l'histoire de l'art de manière très importante. Elle a contribué au cinéma avec la création de Cinecittà. Mais elle a aussi apporté des choses très noires et très laides, comme le fascisme. Je ne voulais pas non plus fuir ce que l'Italie avait apporté de noir. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces choses qui se côtoient, comme dans la vie. Notre vie, c'est un mélange de choses très complexes,
parfois paradoxal, parfois franchement antinomique. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces choses-là. Et effectivement, ce roman se situe en termes de temps à la charnière entre un moment très romantique de notre histoire d'être humain, à un moment où le monde est lent, et on commence le livre et le monde est lent. Tout est lent. Pour faire 10 km, il faut plusieurs heures. Et il se finit à une époque où pour faire 10 km, il faut, pour certains engins, quelques secondes. Pour des avions, pour des fusées. Donc, je trouve que ça, c'est aussi un reflet du génie humain. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans ce livre, par contre c'est moi qui l'ai écrite, mais c'est juste que c'est plus que je l'ai mise dans le livre parce que je l'aimais beaucoup. C'est que quand le héros prend conscience du fait que entre le moment où on vole dans des petits avions en toile et le moment où on vole à Mach 8 à 8 fois la vitesse du son, il s'écoule 50 ans. Le XXe siècle, c'est le siècle où on commence le siècle et l'homme ne sait pas voler. Et il commence à peine à essayer de voler. D'abord, il fait 300 mètres. Et ensuite, il arrive à voler comme ça. Et 50 ans après, c'est ça l'histoire de l'aviation. 50 ans après, moi j'adore l'aviation, il est dans un avion qui s'appelle le X-15, X-15, qui monte dans la stratosphère à 8000 km/h. 50 ans seulement après. Moi j'ai des frissons de vous parler de ça, parce que si ça c'est pas du génie humain, si ça c'est pas extraordinaire, mais évidemment cette technologie-là extraordinaire, elle n'est pas utilisée que pour le bien, on le sait, elle est utilisée pour la guerre, et donc tout d'un coup le monde d'autrefois, il devient plus séduisant. Donc il y a tous ces paradoxes-là que je trouve romantiques, inquiétants, ça me remplit de joie, ça m'excite, ça me fait peur, et ça me fascine. À propos de ce passage du film au roman, et je fais une petite pause pour vous dire qu'à partir de ce moment, vous êtes invité de poser aussi des questions, parce qu'on va questionner l'auteur ensemble, et je pense que c'est plus facile de le faire au fur et à mesure et de ne pas annoncer, voilà, c'est ça le moment pour commencer. Donc, à propos de cette relation entre le film et ton passage du film au roman, il faut préciser que tu as passé 20 ans, une vingtaine d'années, n'est-ce pas, dans le film et le scénario, et que le début littéraire c'était à 46 ans. C'est tout en sachant ce que vous faites biographique, bien sûr que c'est la question. Comment est-ce que tu as vécu? Tu savais d'avance que tu veux devenir écrivain? Qu'est-ce que ça t'a retenu de le faire avant? Et je voulais être écrivain à 10 ans, et puis comme tout le monde me disait que c'était pas possible, je savais que le cinéma c'était plus possible, parce que je voyais qu'il y avait des écoles pour apprendre le cinéma, même si je n'ai pas fait d'école pour apprendre le cinéma. Mais en tout cas, ça me paraissait plus réaliste. Et j'ai oublié que je voulais écrire des livres. J'ai oublié pendant 20 ans que je voulais écrire des livres. Mais je pense que ça, c'est aussi dû au fait que je vis dans un pays qui est la France, où l'écrivain est une sorte de dieu vivant. Et c'était très intimidant. Moi, je sais que l'écrivain n'est pas un dieu vivant maintenant, puisque je suis écrivain, je peux vous dire la vérité. On est des gens tout à fait normaux. On est juste des gens qui travaillent dur, mais c'est tout. Moi, j'ai pas plus de talent que quelqu'un d'autre qui travaille dur. Je suis pas né avec un talent particulier. Mais pendant des années, j'ai cru qu'il fallait être choisi des dieux pour devenir écrivain. Donc, je pense que inconsciemment, je me suis interdit, ou j'ai pas osé, plus exactement. J'ai trouvé ça trop intimidant. J'ai pas osé aborder le roman. Et un jour, le cinéma est devenu tellement frustrant. Le coût de toute idée dans le cinéma coûte cher, donc c'est devenu tellement frustrant. J'étais tellement frustré de ne pas pouvoir être moi-même, de me déguiser à chaque fois pour essayer de faire passer ma vision du monde dans une histoire qui serait acceptable à des producteurs. Un jour, j'en ai eu assez. Un jour, je me suis tellement réprimé que ça a explosé. Ma peur n'a disparu dans cette explosion. Ma timidité a été éradiquée dans cette explosion. Et mon premier roman que tu as publié, Magdalena, et c'était le résultat de cette explosion. Mon premier roman, je l'ai écrit en 3 semaines. Ou alors je l'ai écrit en 46 ans, comme vous préférez. Mais c'est évidemment le résultat
d'une longue attente jusqu'au moment où au moment où j'écris un roman, je réalise que j'ai envie d'écrire un roman. C'était même pas un processus conscience. Je me rappelle, c'était un moment extraordinaire de ma vie parce que j'écrivais un roman sans avoir l'idée que je le publierais un jour. Si vous m'aviez dit qu'un jour je serais devant vous à parler de mes romans au pluriel, et en plus que le dernier aurait eu le prix Goncourt, je vous dirais, je vous fais passer un test antidrogue, parce que c'était inenvisageable. Voilà, mais je crois que c'était très lié, et puis je pense qu'il faut avoir un peu vécu quand même, peut-être. Pour moi, il fallait que je vive et que je mûrisse un peu avant d'aborder ce format. Mais c'était combien d'années pour écrire ce livre? 1 an et demi. 1 an et demi? Ok. C'est beaucoup? Pas 3 semaines. Ah oui, c'est beaucoup. Pas 3 semaines, bien sûr. C'est beaucoup. Pour moi. Et combien d'heures par jour? Tu es vraiment organisé comme les artistes aussi qui vont dans leur atelier et ils travaillent pour 8 heures, on dit, par exemple. Ah non, mais moi, quand j'écris, je peux écrire 15 heures. Enfin, j'écris pas 15 heures de phrases, mais je suis devant l'ordinateur. Vous savez, c'est un peu comme quand vous êtes, alors je ne fais pas de plongée, mais c'est un peu l'ivresse des profondeurs. Vous êtes dans un état, au moment de la rédaction du livre, où j'aime tellement ça que je prolonge le moment, j'ai l'impression d'avoir une forme d'ivresse, et j'écris parce que, une nouvelle fois, j'ai ma structure qui est là. La phase de la structure, c'est pas ça, c'est laborieux, c'est pénible. Je ne suis pas enfermé dans mon bureau, je fais d'autres choses. Tout d'un coup, j'ai une idée, je rentre en courant la noter. Mais le texte littéraire, je peux être devant mon ordinateur 15 heures par jour. Et je ne vois pas du tout le temps passer. Tu disais que ton enfance et surtout ta jeunesse, c'était un peu sous la forme de l'impératif ne sont pas écrivains, ne deviennent pas écrivains. C'est ce que les parents disent si elles veulent le bien de leurs enfants. En fait, ça m'a fasciné un petit peu le fait que tu es têtu comme ton personnage, donc tu es resté là où tu sentais que c'est Goncourt. Je voulais te demander, on sait tous ce que le prix Goncourt signifie. Le prix Goncourt, c'est le prix littéraire le plus prestigieux en France. C'est un signe de notoriété extraordinaire. C'est un prix qui récompense la valeur littéraire d'un livre et si c'est possible, il essaie aussi de récompenser un livre qui parle au plus grand nombre de gens. Donc c'est la notoriété absolue d'avoir le prix Goncourt en France. Donc à part ça, à part cette signification, qu'est-ce que c'était le prix Goncourt pour toi, l'enfant, le jeune, à qui pratiquement tout le monde important disait ne fais pas ça, ne fais pas. Mais c'était une sorte de validation et d'approbation absolue, c'est-à-dire que même en ayant publié, même en ayant fait plusieurs films, et même en ayant publié des livres qui déjà avaient un peu de succès, je pense qu'autour de moi, il y avait encore de l'inquiétude, peut-être qu'il n'est pas trop tard pour qu'il trouve un vrai métier. Enfin, je ne pense pas, je vous le dis, parce que j'ai eu des conversations de ce type-là avec ma famille. Quand est-ce que tu vas quand même te trouver un vrai métier alors que j'avais déjà publié et le prix Goncourt a éradiqué tout ça. C'est une bombe atomique, c'est une déflagration. Je crois que mes parents se demandent si je suis vraiment leur fils, en fait. Parce que mes parents, c'est à cause d'eux que je suis là, c'est eux qui m'ont exposé à l'art. Sans eux, je ne serais pas là. Et en même temps, ils ne sont pas artistes. Donc ils ne comprennent pas trop ce qui s'est passé. Et parfois, ils me regardent comme si j'étais un mutant, avec beaucoup d'amour pour leur petit mutant. Mais le Goncourt a vraiment éradiqué ces interrogations. Et pareil dans mes amis, pareil dans le regard que les gens posaient sur moi. Quand je dis, je vois bien, si je vais dans une soirée, on me dit qu'est-ce que tu fais toi? Je dis moi, j'écris. Ah oui, t'écris des livres, ah c'est bien. Ok. Et t'écris des livres, tu les publies toi-même? Je dis non, j'écris des livres publiés. Ah bon, je peux les trouver dans une librairie? Ouais. Bon, super. Et t'as écrit quoi comme livre? Je dis bah écoute, mon dernier, il a eu le prix Goncourt. Alors là, les types, je peux te serrer la main, j'ai jamais rencontré le prix Goncourt. Il y a un truc complètement absurde. Comme si le prix Goncourt m'avait rendu différent, alors qu'il ne m'a pas rendu différent, c'est toujours moi, c'est toujours les mêmes livres. Donc, mais ça donne la notion
de la notoriété de ce que représente ce prix en France. C'est très très drôle à vivre. C'est parfois un peu inquiétant. Parce que je me dis qu'en fait, évidemment, il y a des gens qui ne m'ont lu que parce qu'il y avait écrit prix Goncourt sur le livre, et ils me reliront peut-être pas après. Donc ça, c'est un petit peu artificiel. Mais voilà, en tout cas, ce jour-là, le jour de l'annonce du prix, évidemment, c'est un énorme choc, c'est un tremblement de terre dans votre vie. J'ai eu ma réaction instinctive a été cette intense satisfaction enfin, pardon, je recommence. Peut-être l'émotion principale, ça a été celle d'un boxeur à qui on dit il s'est tellement battu qu'il a les bras bloqués en position comme ça. Et c'est normal, c'est sa vie, vous êtes boxeur. Et tout d'un coup, quelqu'un m'a dit tu peux baisser les bras. C'est ok. Et j'ai baissé les bras ce jour-là d'une certaine manière. J'étais plus en position de combat permanent pour justifier mon droit d'avoir choisi ce métier et de continuer à le faire. Et j'ai eu presque comme un boxeur un peu sonné qui descend de scène après avoir du ring, après avoir remporté un prix énorme qui va même le sécuriser financièrement, et quelqu'un qui me dit tu peux te reposer un petit peu maintenant, tu n'es plus obligé de te battre tout le temps. Et c'était une sensation étrange et enivrante et vraiment, ouais, c'est ça peut-être la première sensation instinctive que j'ai rencontrée. It's okay now. You can stop fighting a little bit. Ça. En fait, j'étais préparée à te demander si en France, en général, tu peux être écrivain et vivre aussi, parce qu'en Roumanie, je ne connais pas un écrivain qui fasse seulement ça. Il doit travailler aussi, avoir un real job, et puis aussi écrire. C'est comment en France, en général, c'est difficile de généraliser, je pense. Mais, parce que tu as commencé à parler sur tes parents qui voulaient un métier pour toi, non? Alors oui, c'est difficile de généraliser, mais je dirais qu'en France, on a cette chance qu'il est possible de vivre de l'écriture, si on a du succès. Maintenant, ça reste quand même... je ne connais pas les statistiques, je crois que c'est peut-être 5% des écrivains qui vivent de leur plume, ce qui est déjà pas mal. Donc, je dirais que si on n'a pas trop d'exigences dans la vie, si on ne veut pas vivre dans le luxe, après il y a aussi qu'est-ce que ça veut dire vivre. Si vous voulez, moi j'ai passé 20 ans à écrire, tous les jours j'allais pas en vacances, j'avais pas besoin d'aller en vacances, j'étais en vacances dans ma tête, c'était pas une privation, je n'avais pas d'enfant, donc c'était une responsabilité financière en moins. Et finalement, entre la traduction et faire un film tous les 5 ans, et puis après mes livres, j'ai réussi à vivre je dirais que pendant 25 ans, j'ai réussi à tirer de l'écriture un salaire minimum, l'équivalent du salaire minimum français, ce qui était déjà pas mal. Et je rajoute de faire des traductions là-dedans. Arriver à vivre de la création pure, alors ça c'est peut-être les 2-3%, mais en tout cas, ça arrive, j'en connais, c'est rare, mais on a la chance d'être dans un pays où c'est possible, ouais. Je reviens un petit peu au roman pour dire que les personnages les plus forts d'Internet sont les femmes. Ça, c'est quelque chose qui est assez évident dans tes livres. Et je voulais dire à un moment donné, lire un petit peu un dialogue, une chose que Mimo dit, qui fait la différence et qui est une définition pratiquement de la féminité. Mimo dit, je vivais dans un monde où tout le monde grognait. Les gens plutôt crachaient leur mots parmi les insultes, il n'y avait de place pour la parole. Viola me dévoilait un monde de nuances infinies. Pratiquement, il définit cette différence entre lui qui apprend l'art de la finesse, des nuances à travers cette viola qui n'a pas un nom pour dire vent, qui a, c'est pas 5-6 noms pour le nommer le vent. Donc, dis-nous quelque chose sur cette relation avec le féminin. Mais moi dans ma vie et dans les exemples que j'ai eus autour de moi, j'ai toujours considéré, et je dis pas ça de manière démagogique, j'ai toujours considéré que l'intelligence statistiquement était dans le camp des femmes.
parce que les femmes devaient se battre plus que les hommes. Encore aujourd'hui, c'est vrai, pour arriver au même endroit. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas intelligents ou qu'il n'y a pas des hommes aussi intelligents que les femmes, mais dans ma vie, les exemples que j'ai eus, si je n'avais pas eu plusieurs femmes qui m'ont élevé, dans tous les sens du terme, je serais un ours qui vivrait dans une caverne. D'ailleurs, ma mère me disait, tu es un ours, mais je vais t'apprendre à ne plus être un ours, et tu ne peux pas vivre comme un ours dans une caverne, à parler à personne. Donc elle m'a sociabilisé déjà. Mais si je suis aujourd'hui devant vous aussi, par exemple, c'est à cause d'une femme, mon éditrice, la seule personne qui m'a dit « I see you, je vois ce que tu fais ». Après, j'avais envoyé mon premier roman à 15 éditeurs, ils m'ont tous refusé. En une semaine, j'ai reçu 15 refus. La première, et cette femme extraordinaire que je rencontre me dit « Je vois ce que tu fais, je comprends qui tu es ». Et donc, évidemment, l'exemple que j'ai, c'est que les femmes m'ont fait et m'ont fabriqué, et j'ai essayé d'être à la hauteur de l'exemple qu'elles me donnaient. Donc, j'ai envie de rendre hommage à ce combat-là, et c'est ça, ce rapport avec Mimo, c'est moi qui essaie d'être à la hauteur de l'investissement que certaines femmes ont mis en moi, à commencer par mon épouse aussi, que je désespère tous les jours, mais j'essaie d'être meilleur. Et elle m'a rendu meilleur, elle m'a encore ouvert à des domaines de l'art et de la sensibilité que je n'avais pas. Donc cette dynamique-là, elle est très précieuse pour moi, c'est presque autobiographique. C'est un peu dur parce que tu parles sur l'amour maintenant, sur les femmes importantes dans ta vie. Mais moi, je voulais un peu parler aussi sur ce niveau politique du livre, non? Parce qu'on lit ce livre avec toutes les angoisses du monde contemporain. Parce que c'est un livre qui parle sur les extrêmes, sur le totalitarisme. Mussolini est présent dans le livre. L'extrême droite, ce sont des paroles qui sont autour de nous dans l'Europe. En Roumanie, on parle beaucoup sur ça. Et alors, je veux te demander un peu sur ce niveau. Dans quelle mesure es-tu intéressé par un ancrage dans le présent politique et social? Parce que c'est présent dans le livre, c'est pas le centre, mais c'est là, c'est la fresque, non? C'est le fondal, on se voit. Alors oui, effectivement, c'est très présent dans le livre. Moi, j'adore l'histoire des idées politiques que j'ai étudiées. J'adore la politique au sens, une nouvelle fois, philosophie et idées politiques, parce qu'il y a des très grandes idées, des très belles idées, parfois qui ne marchent pas du tout d'ailleurs. Mais je voulais pas, mon but n'était pas d'écrire un livre politique ou même de faire passer un message politique. Simplement, c'est vrai que la micro-histoire de ce livre s'inscrit dans la macro-histoire de cette époque. Nous vivons tous, tu viens bien de le dire, Daria, on ne peut pas faire abstraction de la grande histoire dans laquelle on vit. Nos destins individuels et nos difficultés, nos joies et nos peines quotidiennes sont aussi se mêlent et sont parfois alimentés par le contexte politique dans lequel on vit. Donc, moi, j'ai écrit un livre qui parle de lutte contre la tyrannie. Parce que le mot lutte, il est important. L'un des plus grands dangers de notre époque n'est pas la présence de ces extrêmes, puisqu'ils ont toujours été là. L'un des plus grands dangers, il est dans notre paresse, notre endormissement, et peut-être l'idée qu'on a un peu plus ou moins consciemment que, bon, de toute façon, si ça doit se passer, ça se passera. Et autant, ça sert à rien de lutter. Moi, je suis pas d'accord. Ce livre est un livre de lutte, ce livre est un livre de combat. Et donc, il parle de combat contre la tyrannie, de cette femme qui se bat contre le sexisme ordinaire de sa famille, de la société, comme je l'ai dit, qui se bat contre elle-même. Mimo qui se bat aussi contre une forme de prédestination due à ses différences, due à sa pauvreté, due à ses doutes. Mais ils se battent. Et donc, en écrivant, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des échos tout à fait contemporains. L'histoire peut avoir tendance à se répéter, mais ça n'est pas obligé. Moi, je crois que rien n'est écrit. Et donc, ça n'est pas parce qu'il y a des échos contemporains que l'histoire doit se passer de la même manière aujourd'hui. Il y a des questions par niveau. Est-ce que... Oui, on va aussi Mireille. Bonsoir. Ça a été très intéressant de vous écouter ce soir. Et il y a quelques journées, quand nous avons parlé pour la première fois, je me rappelle que la première chose que j'ai pensé, c'était que vous êtes quelqu'un de très créatif.
Et j'ai beaucoup admiré la modalité dans laquelle vous mettez toutes les choses dans des histoires très captivantes. J'ai une question sur le livre. Donc, j'ai compris que pour le premier roman, vous avez écrit en 3 semaines, quelque chose que vous avez peut-être pensé, auquel vous avez pensé pour 46 ans. Donc, vous n'avez pas eu peut-être le temps de réfléchir à ça nécessairement, à la question que je vais poser. Mais pour le deuxième roman, pour qui est-ce que vous sentez que vous écrivez? C'est plutôt pour vous-même, pour les personnages, parce que peut-être vous avez des idées et vous voulez leur donner une vie, ou c'est pour les lecteurs? Alors, paradoxalement, je n'écris pas pour les lecteurs. Je dis paradoxalement parce qu'un livre, j'allais dire un livre n'existe pas sans ses lecteurs, mais finalement c'est pas tout à fait vrai, parce que quand j'ai écrit mon premier roman, je l'ai vraiment écrit pour moi et il m'a donné autant de joie à ce moment-là que si j'avais eu des milliers de lecteurs. Mais bon, évidemment, je préfère qu'il ait vraiment des milliers de lecteurs et j'adore, je trouve ça extraordinairement gratifiant de découvrir qu'il y a des gens, plein de gens qui ont la même sensibilité que moi. Et tous ces gens souvent n'osent pas le dire. Parce que c'est pas à la mode de dire qu'on est sensible, c'est pas à la mode de dire qu'on aime la nuance. Donc, mais au moment où j'écris, d'abord c'est pour moi, ok? Mais en tout cas, j'aime bien aussi cette idée, parce que ça arrive au cours de l'écriture, que j'écris pour mes personnages. Parfois, je fais des trucs et je leur demande pardon. Je leur dis, je suis désolé, mais parce que j'ai l'impression qu'ils existent, mais tu comprends, c'est ton destin, mais t'inquiète pas, c'est au service de quelque chose de grand dans l'histoire. Donc j'ai un petit peu ce rapport plus j'écris, plus les personnages vivent, et plus ça devient mes enfants, plus je les aime et plus j'écris pour eux. J'aime beaucoup cette idée-là parce que c'est vrai que j'ai eu cette sensation-là. Mais en tout cas, je pense que c'est très important de ne pas penser au public au moment de l'écriture. Parce que sinon, si je commence à me dire qu'est-ce que les gens attendent more of the same. Donc c'est logique, si vous avez aimé quelque chose, vous voulez la même chose. Et il y a un très gros producteur de télévision qui m'a appelé en France, il m'a dit, est-ce que tu peux écrire un film qui serait la même chose en France? Je lui ai dit non, parce que d'abord j'ai pas envie de faire la même chose, et en plus si j'ai une autre idée qui me plaît, je vais pas écrire un film, je vais écrire un livre. Donc j'ai pas envie de retomber dans ce mode de pensée du cinéma qui est un calcul. Qu'est-ce que les gens attendent? Je pense qu'il faut toujours essayer de vous offrir, et moi de m'offrir en tant que lecteur, ce qu'on n'attend pas. Donc je ne pense pas au lecteur. Merci. J'ai une autre question, si c'est bon. Ouais. Je voulais aussi demander combien de vous-même est-ce que vous mettez dans vos personnages? Est-ce que c'est plutôt comme ils sont des enfants, comme vous avez dit, ou plutôt des amis peut-être, ou oui, c'est ça, des personnages? Je dirais que tous les héros de mes livres sont d'une forme, c'est moi avec une moustache et un faux nez, et c'est un alter ego dissimulé, vraiment comme ça, c'est vraiment ça. C'est une projection de moi dans un univers romanesque et dans une histoire particulière. Tous mes héros. Et y compris de certains de mes mauvais côtés. Par exemple, le héros de mon deuxième livre est assez antipathique au début, en tout cas. C'était intentionnel. J'espère ne pas être antipathique, mais parfois je peux être un peu bourru, ou un peu, comme je suis, voilà, un peu impatient. Et donc, je décris à un moment, le héros se décrit lui-même sur 5 lignes. Et il dit, moi je suis gentil comme une abeille. C'est-à-dire qu'en fait, si tu m'approches la main un peu vite, je peux le piquer, mais pardon, c'est un accident, je ne voulais pas. Et voilà, donc je me projette vraiment beaucoup dans mes personnages. Merci, c'est drôle, mais très sympa aussi d'entendre ça. C'est ça aussi, c'est racine italien, non? Parce que Mimo est française, non? En Italie. Et toi aussi, tu es le français qui écrit un livre qui est en Italie. Ah, merci beaucoup. Oui, effectivement, je suis d'origine italienne, ma grand-mère est arrivée d'Italie dans les années 20 en France, mais ça c'est presque anecdotique. C'est vrai en tout cas que c'est un pays que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup porté, qui m'a toujours fasciné quand j'étais adolescent. Bonsoir. Bună seara. Acum câteva zile am participat la un club de carte la care s-a discutat chiar această carte. A fost o ediție foarte frumoasă a clubului, s-au spus
lucruri minunate despre carte, de intrică, despre personaje. Și una dintre participante și-a pus întrebarea de ce ați ales numele Orsini, dacă are o anumită semnificație sau care a fost rațiunea, motivul alegerii acestui nume. Alors j'ai simplement choisi le nom parce que j'aimais la connotation, voilà, sans vouloir faire allusion à la véritable famille Orsini qui a d'ailleurs offert des papes à l'Italie, c'est une coïncidence. Après avoir choisi le nom, je me suis dit tiens c'est drôle parce que Orsini c'est le nom des ours, Orso il y a le nom de l'ours et moi j'ai un ours. Pareil, coïncidence, inconscient. Donc j'en parle dans le livre, ça je l'ai utilisé dans le livre. Mais je me suis aperçu après la sortie du livre qu'une chose que je mentionne en pensant qu'elle est fiction, je dis que les villageois murmurent que la famille Orsini aura eu des relations magiques avec les ours. Je pensais avoir inventé ça. Dans l'histoire réelle, la véritable famille Orsini on disait qu'ils avaient eu des rapports magiques ou peut-être charnels avec les ours au Moyen-Âge et qui tiraient leur nom et leur puissance de cette chose magique. Mais c'est une coïncidence complète. Moi, j'avais choisi le nom parce que j'aimais la connotation, j'aimais le son. C'est une coïncidence totale. Tu m'as donné tout à l'heure quand tu parlais de tes personnages et quand tu faisais cette confidence que pratiquement dans tous les personnages il y a une partie de toi-même, l'idée c'est que ce n'est pas la partie la plus confortable ni la plus cosmétique, c'est une partie inconfortable, incommode, parce que oui, les personnages ne sont pas... elles ont quelque chose, elles cachent quelque chose qui se voit en plus. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas être complaisant avec soi-même et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a certains lecteurs qui sont venus, lectrices, beaucoup qui sont venus me reprocher, parce qu'il y a des moments où Mimo boit beaucoup dans le livre. Ouais. Et il y a des gens qui sont venus me dire que c'était très mal, et que Mimo buvait trop et que c'était très mal. Alors, bon, moi je suis surpris que les gens ne boivent pas un peu plus d'abord, et maintenant je bois beaucoup moins. Mais il y a eu une époque où j'ai exploré l'ivresse. Et franchement, ça a été des nuits extraordinaires. Parce que j'ai rencontré des gens dans des endroits complètement... des squats, des choses comme ça, où on était tous ivres-morts. Je ne serais jamais allé dans ces endroits si je n'avais pas été ivre-mort. J'aurais jamais rencontré ces gens-là si je n'avais pas été ivre-mort. Finalement, l'ivresse, elle fait tomber toutes les inhibitions, elle fait tomber les frontières sociales, et donc finalement on peut s'enrichir de l'ivresse. Alors je ne suis pas en train de faire la publicité de l'ivresse extrême, parce qu'à un moment j'ai compris qu'il fallait arrêter. Mais je ne me dis pas quand je vois quelqu'un aujourd'hui dans la rue, même quelqu'un qui n'a pas su s'arrêter, ouh là là, c'est mal. Je comprends les excès, je comprends qu'on puisse ne pas s'arrêter quand on a découvert le monde auquel nous donne accès ces excès-là. Donc oui, le héros, il a et tous mes héros ont des choses, ont des défauts. C'est très important qu'on ait des défauts, sinon on est des saints, on est dans un calendrier. Ce qui nous rend notre identité unique, notre identité mentale, génétique, ce sont nos faiblesses, probablement plus que nos qualités, ou comment le tout se mélange. Donc moi, ça m'intéresse énormément, c'est très important pour moi que mes héros aient des côtés désagréables même, qu'on puisse ne pas aimer, mais c'est au contraire pour ça, au final, qu'on finit par les aimer. Parce qu'ils sont humains, parce qu'ils sont comme nous. Donc voilà, moi je confesse que j'ai des défauts. Comme mes héros. Nous n'avons pas de défauts. Non, ça je le sais. J'ai seulement une question pour toi. La nuit est présente les nuits sont présentes, l'ivresse est liée à aux nuits, non? Et les nuits sont aussi liées à la marginalité, non, à la périphérie. C'est une question que j'ai posée aussi ce matin, parce que le livre est aussi un éloge sur la condition du marginal, et la condition du marginal est liée sur la condition du génie, non? Tu dis
sur Caravaggio, par exemple, c'est un moment quand tu dis que l'art se fait parfois avec des mains pleines ensanglantes, de sang, oui. Et la musique, ils buvent beaucoup et ils chantent comme des ténors, comme à l'opéra, non? Alors, moi, je veux te demander sur ça aussi, quel est ton rapport aux frontières, à l'idée de périphérie, à l'idée que le changement non, peut venir du bord de la périphérie, oui, périphérie, on dit ça. Oui, alors j'ai beaucoup aimé ce matin cette phrase de l'éloge de la marginalité. Je l'ai lu une nouvelle fois, comme je vous l'ai expliqué. Moi, j'ai eu l'impression que dès que j'ai formulé le désir d'écrire, j'étais un marginal. Pas un marginal extrême, mais j'étais complètement, je m'étais extrait du système. J'étais sorti du système, j'étais sorti d'une certaine manière de la trajectoire que tous les gens vont avoir. Vous savez comment les choses marchent. Notre cerveau reptilien a peur de la différence. J'ai pris conscience de ça. Un jour, j'étais dans le métro à Paris. Et j'ai vu, il y avait une personne assise en face de moi, et il y a un jeune homme qui est entré, qui était trisomique. Il est venu s'asseoir à côté de la personne, il n'a rien dit, il s'est assis à côté sur le siège libre, à côté de la personne en face de moi. La personne en face de moi, elle s'est aussitôt levée, et elle est partie pour s'asseoir ailleurs. Moi, j'ai regardé ça, et j'étais sidéré, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est parce que cette personne elle représente le mal? Et je me suis dit, non, c'est pas ça, il y a quelque chose d'instinctif en lui, il identifie quelqu'un de différent, il y a quelque chose de reptilien, de non-conscient, qui lui dit, fuis, réflexe de fuite, va-t'en, c'est trop différent. Et évidemment, dans une moindre mesure, je pense que tout artiste, déjà, sort du chemin que 90% de l'humanité va avoir, 99%, de se lever le matin, aller faire un travail qu'il n'aime pas toujours, il voudrait rester au lit, mais il est obligé d'aller travailler, il a un patron qui est un connard, qui est moins qualifié que lui. Je pense que vous avez tous connu ça. Et l'artiste, c'est autre chose, il n'a pas de patron, il se lève quand il veut, mais il est complètement fauché, il se plaint tout le temps d'être fauché, mais il l'a choisi. Donc voilà, on est dans un monde déjà de marginalité. Je pense que si vous regardez tous les grands artistes, tous des marginaux, je décris Constantin Brâncuș dans ce livre comme un clochard sublime. Constantin Brâncuș, je pense que vous lui donniez une pièce dans la rue. Y compris des artistes très riches, vous avez envie de leur donner une pièce dans la rue. Donc, je crois que rien de grand n'est achevé si on n'est pas complètement hors du système. Ça, c'est très simple pour moi. Il y a plusieurs façons d'être hors du système. Il n'y a pas que les artistes, d'ailleurs. On peut être aussi entrepreneur et être hors du système. Mais voilà, je crois que je crois très fermement à ça, à cet éloge de la marginalité, ce livre, et je crois qu'au fond, en fait, tous mes livres sont un éloge de la marginalité. Voilà, c'est simple. Bravo. Est-ce qu'il y a encore des questions afin de vous inviter pour des signatures? Dalia, tu as encore des questions? Non, ça va bien. Il y a encore des questions. Bonsoir. Donc, votre roman est une presse romanesque ambitieuse, et alors je suis curieuse, quels sont les défis que vous avez rencontrés lors de l'écriture de cette œuvre? Alors le défi principal, c'était d'être à la hauteur de cette idée finale. Et une fois que j'ai cette idée finale qui me semblait très forte, je me dis, ok, mais qui sont les héros est-ce que ça se passe sur 50 ans, une semaine? J'avais une version de l'histoire qui se passait sur une semaine. Donc ça, en fait, pour moi, le défi a été de raconter une histoire qui était beaucoup plus ambitieuse que ce que j'avais fait avant. Je crois que mes 3 premiers romans étaient encore influencés parce que je connaissais du cinéma. Le cinéma, c'est la contrainte, on le sait. Donc, mon premier roman se passait le temps d'un été. Ça, c'était ma contrainte. Deuxième roman se passait le temps d'une année. Et le 3e roman, il se passait aussi plus ou moins, je commençais à sortir un peu de cette temporalité, mais c'était un moment précis dans la vie du héros que je racontais. Et là, j'avais conscience tout d'un coup du fait que ça, je ne pourrais pas m'appuyer sur ces murs-là, que les murs tombaient, ça allait prendre un siècle l'histoire. Et ça a été un peu effrayant. Comment je tiens tout ça, comment je fais tenir ce bâtiment en place? C'est comme si j'avais construit des petites maisons de 3 étages, et tout d'un coup je construis une tour de 80 étages. C'est plus tout à fait la même chose. Donc ça a vraiment été le grand défi, et ça a pris 10 mois
Donc par rapport juste de construire l'histoire avant de l'écrire, il m'a encore fallu 6 mois pour l'écrire après. Donc par rapport au premier roman qui s'est écrit en 3 semaines, il y avait cette ambition, ça a été le plus grand défi, d'arriver à faire tenir cet édifice. Merci. Je sens que j'ai déjà mis trop de questions. Pardon. Je voulais continuer un petit peu sur l'idée de marginalité dans laquelle vous avez parlé un peu plus tôt. Et je voulais vous demander s'il y a des écrivains qui vont inspirer, vous approcher à ça et essayer d'expérimenter avec ces choses. Oui, c'est ça. Moi j'adorais quand j'étais adolescent et encore aujourd'hui la littérature italienne, parce qu'elle m'a appris qu'on peut amener de l'imaginaire dans la littérature, alors qu'en France c'est plutôt interdit, c'est mal vu l'imaginaire dans la littérature. En littérature italienne elle est pleine d'imaginaire. Et la littérature américaine aussi, notamment John Fante, qui a toujours été mon idole, parce que là encore, à 15 ans, c'était un type qui parlait d'histoire d'écrivain. Et c'était autobiographique, c'était lui qui envoyait ses histoires et qui vivait dans la pauvreté, puis tout d'un coup il recevait $20 parce qu'il avait vendu une histoire, il allait au bar du coin, il les dépensait en bière et il rentrait avec la serveuse. Et moi je me disais, waouh, quelle vie romantique et romanesque. Donc j'adorais ce John Fante m'a offert, là encore, j'étais très jeune, la possibilité de devenir écrivain. Bon, Dernière question. Oui, quels sont vos auteurs préférés, les auteurs qui vous ont inspiré? Alors, oui. Donc à part John Fante du côté italien, moi j'adore Italo Calvino, tous les auteurs italiens, enfin tous ceux que j'ai lus, c'est-à-dire, alors du côté américain il y aurait Fante et Steinbeck, j'adore Steinbeck, en Europe Stefan Zweig, très très puissant écrivain, ouais, les Italiens Italo Calvino, Umberto Eco, Giovanni Tomasi, tous ces grands noms de la littérature, c'est pas pour rien que ce sont des grands noms. Mais j'aime beaucoup de choses variées. Bonsoir. Bonsoir. Mes questions sont, quelles sont les sources de l'inspiration pour Mimo et Viola? Et aussi, pourquoi Viola? J'ai entendu Michelangelo, mais pourquoi Viola? Alors, comme je le disais tout à l'heure, parce que Viola, c'est l'incarnation de ces femmes que j'ai admirées dans ma vie. C'est la prise de conscience que j'ai eue de ce combat que menaient ces femmes brillantes. J'ai vu beaucoup de femmes ultra-féministes qui tout d'un coup s'interdisaient de faire des choses. Et tout d'un coup, je me suis dit... Et quand je leur demandais pourquoi tu t'interdis de faire ça, elles me répondaient « Ah ben parce que j'en suis pas capable ». Et en fait, je me suis dit que c'était pas ça. C'était pas juste un manque de confiance en soi, que peut-être là encore elles obéissaient à une voix qui avait dit à leur arrière-grand-mère « Ta place de femme n'est pas là ». Et donc c'était une forme une injonction sexiste qui était déguisée, qu'elle ne pouvait plus entendre, et comme elle ne l'entendait plus avec la voix haute, elle ne l'identifiait pas comme une menace qu'elles auraient éradiquée en temps normal très facilement. Et ce paradoxe de voir ces femmes très puissantes, très intelligentes, s'arrêter devant un obstacle qui me semblait absurde, m'a fait prendre conscience que peut-être justement, pour nous les hommes, on ne mesurait pas à quel point cette injonction sexiste peut être puissante chez certaines personnes. À quel point une voix remontant à des siècles peut encore avoir une force de coercion aujourd'hui sur certaines personnes. Et donc je me suis dit, une femme qui... Déjà j'admire les femmes qui se battent pour être traitées comme les hommes, heureusement qu'elles sont là, mais en plus, ce combat où l'ennemi est invisible parce qu'il est loin dans le temps, c'est épique ce combat. Donc j'ai créé Viola pour incarner ce combat. C'était ça le centre du livre. Pour raconter cette histoire-là, même si je suis moins un homme, je me suis incarné dans mes mots pour raconter ce combat que je voyais. Voilà comment ils sont arrivés, ces deux personnages. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici. C'est une merveille ton livre, c'est comme une expérience faire. D'ailleurs, le livre finit là où on commence, dans le milieu, mais c'était comme une salle dans laquelle on se fait pour se retrouver. Merci beaucoup, c'est un roman extraordinaire que je vous conseille de lire. J'ai parlé de la traduction romaine.
Mais je dois dire une chose qui est très chère. J'aime beaucoup la couverture et je pense que Jean-Baptiste l'a aimé. L'artiste qui l'a fait, André Gamatz, je le vois ici, il a un talent extraordinaire. C'est un livre qui m'a fait pleurer et une couverture qui m'a fait... de joie. Voilà. C'est des plus belles couvertures que C'est toi, l'auteur qui a les mots. Je vous invite pour les autographes, les signatures. Jean-Baptiste est à côté de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.